Bonjour, les amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Les réunions à haut enjeu entre le secrétaire général des Nations Unies et Erdogan, Zelensky et Lavrov, qu'est-ce qui est en jeu? Sujet numéro 2. La France exclue, Turquie, la Russie, la Chine prennent le relais, un nouveau changement de pouvoir en Afrique? Sujet numéro 3. Le Parlement européen frappe la Turquie pour ses liens avec la Russie. Sujet numéro 1. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exprimé son intention de relancer les discussions autour de l'initiative sur les céréales de la mer Noire à travers des réunions avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de l'Assemblée annuelle de l'ONU à venir. Cette démarche vise à aborder les préoccupations soulevées par la Russie, qui ont conduit à la suspension de l'accord sur les céréales en juillet. La Russie a invoqué des dispositions non mises en œuvre concernant les exportations d'engrais et l'inclusion de la Banque agricole russe dans le système de paiement international SWIFT comme motif de suspension. L'initiative sur les céréales de la mer Noire, initialement signée à Istanbul en juillet 2022, était un effort de collaboration entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. Son objectif principal était d'établir un chemin sécurisé pour l'exportation de marchandises à travers la mer Noire, en particulier à partir de 3 ports ukrainiens, en pleine période de conflit régional. Cet accord a joué un rôle clé dans la stabilisation des prix et l'atténuation de la crise alimentaire mondiale en facilitant le commerce de blé, d'huile de tournesol, d'engrais et d'autres produits provenant de l'Ukraine, un important exportateur de céréales. Bien que le moment précis des réunions de Guterres avec les leaders mentionnés reste confidentiel, il convient de noter que la participation du président Zelensky à la réunion de l'ONU marque son premier engagement en personne lors de cet événement mondial. Étant donné l'importance de cette question pour les différents acteurs concernés, il est pertinent de solliciter les perspectives du public. Quels sont vos avis sur le potentiel de relance de l'initiative sur les céréales de la mer Noire? Pensez-vous que ces réunions aboutiront à une résolution et ouvriront la voie à une reprise des échanges commerciaux? Veuillez partager vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. L'initiative sur les céréales de la mer Noire, initialement créée en juillet 2022, a réuni des acteurs régionaux clés, la Russie, l'Ukraine et la Turquie, en collaboration avec les Nations Unies. Son objectif principal était de faciliter le transport sécurisé des marchandises à travers la région de la mer Noire, en particulier à partir des ports ukrainiens, dans le contexte du conflit régional en cours. Cette initiative a joué un rôle important dans la stabilisation des prix des produits de base et l'atténuation de la crise alimentaire mondiale en favorisant le commerce de produits essentiels, tels que le blé, l'huile de tournesol et les engrais, principalement provenant de l'Ukraine, un important exportateur mondial de ces produits. Cependant, en juillet, la Fédération de Russie a suspendu sa participation à l'initiative sur les céréales de la mer Noire. L'un des problèmes principaux invoqués était l'absence de réalisation de certaines dispositions concernant les exportations d'engrais et l'inclusion de la Banque agricole russe dans le système de paiement international SWIFT. Ces problèmes ont suscité des inquiétudes quant à l'efficacité de l'initiative et ont incité le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à agir. Dans le cadre de cette évolution, António Guterres a exprimé sa détermination à aborder les préoccupations soulevées par la Russie et à relancer les discussions autour de l'initiative sur les céréales de la mer Noire. Son plan prévoit des réunions avec les dirigeants clés, notamment le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors de l'Assemblée annuelle de l'ONU. Le calendrier exact de ces réunions reste confidentiel, mais on s'attend à ce qu'elle joue un rôle déterminant dans la résolution des problèmes et éventuellement dans la relance de l'initiative. La possible relance de l'initiative sur les céréales de la mer Noire suscite un intérêt et une préoccupation considérables parmi les différents acteurs concernés. Il est essentiel de considérer les implications potentielles de cette initiative pour la région et le marché agricole mondial. Un aspect significatif à prendre en compte est l'impact sur la stabilité des prix des céréales. L'Ukraine, en tant qu'exportateur mondial majeur de céréales, en particulier de blé, joue un rôle crucial dans l'influence des prix mondiaux de l'alimentation.
L'initiative sur les céréales de la mer Noire, en garantissant le flux continu des exportations de céréales ukrainiennes, a contribué à stabiliser les prix alimentaires internationaux. La suspension de l'initiative a suscité des inquiétudes quant aux perturbations potentielles sur le marché des céréales, ce qui pourrait avoir des conséquences plus larges pour la sécurité alimentaire mondiale. Le résultat des discussions entre Guterres et les leaders impliqués pourrait influencer considérablement la stabilité des prix des céréales dans les mois à venir. Un autre aspect de cette question est sa dimension géopolitique. La région de la mer Noire a longtemps été un point de convergence pour les tensions et les rivalités géopolitiques. Le conflit en Ukraine a complexifié la situation, avec différents pays poursuivant leurs intérêts stratégiques dans la région. L'initiative sur les céréales de la mer Noire, dans sa forme initiale, visait à créer un cadre de coopération économique dans un contexte géopolitiquement volatile. La suspension de l'initiative a souligné les défis de maintenir une telle coopération dans un tel environnement. Les réunions entre Guterres et les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie pourraient fournir des informations sur la mesure dans laquelle une coopération économique peut être maintenue dans ce contexte complexe. En outre, l'inclusion de la Banque agricole russe dans le système de paiement international SWIFT a été un sujet controversé. SWIFT est un système mondial essentiel de messagerie financière qui facilite les transactions internationales. L'inclusion de la Banque agricole russe dans SWIFT pourrait avoir des implications plus larges, non seulement pour l'initiative sur les céréales de la mer Noire, mais également pour les sanctions financières internationales. Cette question soulève des questions sur l'équilibre entre la coopération économique et les restrictions financières dans les relations internationales. Le résultat des discussions sur cette question pourrait avoir des répercussions au-delà de la portée de l'initiative elle-même. En conclusion, la possible relance de l'initiative sur les céréales de la mer Noire est une question d'une importance considérable avec des répercussions étendues. Elle touche aux questions de la sécurité alimentaire mondiale, de la stabilité régionale et de l'équilibre entre la coopération économique et les tensions géopolitiques. Au fur et à mesure que les discussions se déroulent entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les dirigeants clés, il est essentiel de prendre en compte les différentes dimensions de cette question et les résultats potentiels. Quels sont vos avis sur cette question? Comment envisagez-vous les implications de la relance de l'initiative sur les céréales de la mer Noire? Veuillez partager vos perspectives dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. La France hors jeu, la Turquie, la Russie, la Chine en scène, un nouveau changement de pouvoir en Afrique? Les experts suggèrent que des pays tels que la Russie, la Chine, l'Inde et la Turquie pourraient émerger comme des options alternatives pour les pays africains face aux récents coups d'État dans d'anciennes colonies françaises. Cela indique un désir d'indépendance et un départ des liens coloniaux, car certains Africains expriment des sentiments anti-français en raison de attitudes perçues comme paternalistes de la part des dirigeants français. Bien que la Russie ait montré un intérêt pour l'Afrique, en particulier ses ressources et son potentiel militaire, son focus actuel sur le conflit en Ukraine limite sa capacité à devenir un acteur majeur dans la région. Cependant, la diversification des partenaires commerciaux revêt une importance économique, car cela nécessiterait que la France ajuste ses politiques si les pays africains cherchent des relations alternatives. Il est cependant essentiel d'éviter une dépendance excessive aux acteurs étrangers comme la Russie. De nombreux pays africains sont devenus dépendants de l'approvisionnement en armes de l'ère soviétique, ce qui entraîne une dépendance vis-à-vis de la Russie en matière de maintenance, de pièces détachées et de formation militaire. Cela compromet l'indépendance et l'autosuffisance à long terme de ces nations. Les Africains devraient bien réfléchir aux conséquences d'une telle dépendance. Il y a eu des allégations suggérant que la France prévoit de regagner son influence en Afrique en orchestrant des changements de gouvernement. Bien qu'il y ait eu des désaccords connus entre la famille Bongo, qui est au pouvoir au Gabon depuis 1967, et la France, il n'y a actuellement aucune preuve de soutien externe aux récents coups d'État. L'armée a pris le contrôle en raison de conditions favorables, car le gouvernement était perçu comme déconnecté du peuple, associé à la corruption et responsable des inégalités de revenus. Le manque de confiance du public envers le gouvernement actuel a conduit à des manifestations contre la troisième victoire électorale d'Ali Bongo. La prise de pouvoir par l'armée a été accueillie avec une immense joie dans le pays, signalant un mécontentement généralisé envers le gouvernement précédent. Il est important de noter que l'administration militaire, connue sous le nom de Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI,
a invalidé les résultats des élections et fermé les frontières du pays. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine d'élite, a été nommé président du CTRI et président du gouvernement de transition. La situation au Gabon reflète une série de coups d'État et un sentiment anti-français croissant dans les anciennes colonies françaises en Afrique. Ce sentiment démontre que la France n'est plus le seul choix pour ces nations. En conséquence, des pays tels que la Russie, la Chine, l'Inde et la Turquie peuvent être considérés comme des puissances étrangères alternatives. Cependant, il convient de faire preuve de prudence dans la recherche de nouveaux partenaires et la diversification des relations commerciales. Les implications à long terme et la durabilité de ces choix doivent être soigneusement examinées. En conclusion, les récents coups d'État dans d'anciennes colonies françaises indiquent un désir d'indépendance et de liberté vis-à-vis des liens coloniaux. L'intérêt de la Russie pour l'Afrique et le sentiment anti-français croissant peuvent créer un vide de pouvoir que d'autres puissances étrangères alternatives peuvent combler. Cependant, il est crucial pour les pays africains de se diversifier sans dépendre excessivement des acteurs externes, de maintenir leur indépendance à long terme et d'évaluer les conséquences de tels changements. Le public est invité à partager ses réflexions sur le sujet et à donner son opinion dans la section des commentaires. Sujet numéro 3. Le Parlement européen durcit le ton envers la Turquie en raison de ses liens avec la Russie. Le Parlement européen a récemment adopté son rapport annuel, qui offre une analyse critique des liens étroits entre la Turquie et la Russie et soulève des préoccupations concernant son bilan en matière de droits de l'homme. Le rapport se concentre sur les interactions de la Turquie avec la Russie, notamment à la lumière des actions de la Russie en Ukraine. Il révèle une baisse significative de l'alignement de la Turquie sur la politique étrangère et de défense de l'Union européenne, qui atteint à peine 7% en 2021. Tout en reconnaissant le rôle de la Turquie dans la facilitation des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, le rapport accuse Ankara de ne pas avoir freiné les activités des médias russes pendant l'agression russe contre l'Ukraine. Les relations commerciales entre la Russie et la Turquie ont également considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, presque doublant en volume. La Commission européenne est appelée à évaluer les implications de cette explosion commerciale sur les sanctions imposées par l'UE. De plus, le rapport attire l'attention sur le nombre croissant de ressortissants russes, dont des riches oligarques, s'installant dans des villes clés de Turquie et sur les côtes. Ce phénomène soulève des questions sur son impact potentiel sur les relations Turquie-Russie et la dynamique géopolitique de la région. Concernant les droits de l'homme, le rapport souligne que la Turquie est tenue de respecter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il fait notamment référence à des décisions historiques dans les affaires Selahattin Demirtas et Osman Kavala, mettant en évidence la nécessité de se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme. En ce qui concerne les aspirations de la Turquie à rejoindre l'UE, le rapport affirme que la Turquie doit démontrer un engagement crédible en faveur de relations plus étroites et d'un alignement avec l'UE. Il plaide en faveur du développement d'une relation plus solide et plus stratégique entre la Turquie et l'UE. Le rapport aborde également les actions géopolitiques de la Turquie, appelant Ankara à s'abstenir de toute action violant la souveraineté et les droits des États membres de l'UE et enfreignant le droit international et le droit de l'UE. Les tensions persistantes avec la Grèce et la République de Chypre sont particulièrement mentionnées dans ce contexte. En réponse au rapport, le ministère des Affaires étrangères turc l'a critiqué en le qualifiant de superficiel et dépourvu de vision, notamment compte tenu des efforts en cours pour relancer les relations Turquie-UE. Le ministère affirme que le rapport est basé sur des allégations infondées, des préjugés et de la désinformation perpétuée par des cercles anti-Turquie. Il suggère que l'approche du Parlement européen démontre une perspective superficielle et à court terme, tant en ce qui concerne les relations Turquie-UE que l'avenir de l'UE elle-même. Le ministère souligne également des préoccupations concernant la position du rapport sur la situation en Méditerranée orientale et la question de Chypre, arguant que ces allégations sont détachées des faits historiques et juridiques et ne sont pas valides. Alors que nous réfléchissons au rapport du Parlement européen et à la relation de la Turquie avec la Russie, il est essentiel de prendre en compte les différentes perspectives et opinions entourant ces questions. Que pensez-vous de l'alignement de la Turquie sur la Russie et de son bilan en matière de droits de l'homme? Pensez-vous que la Turquie devrait privilégier des relations plus étroites avec l'UE? Partagez vos opinions et vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.